Donc on a le plaisir d'accueillir Jérôme et Bertrand pour nous faire leur retour d'expérience sur leur projet donc de migration vers S4 qui vient de se finir. Donc l'objectif c'est qu'ils puissent se présenter leur société et puis comment s'est déroulé le projet en vous faisant un retour d'expérience sur ce qui a bien marché, les axes d'amélioration qu'il peut y avoir. Je vous laisse la parole. Ok, donc moi je suis Jérôme Ossard, donc bonjour à tous. Ça fait 33 ans que je suis chez Mobivia et je vais commencer par vous donner un certain nombre d'éléments de contexte, peut-être en vous présentant un petit peu ce qu'est Mobivia, parce que j'imagine que c'est un nom qui ne vous parle pas. En revanche, on a des entreprises à l'intérieur qui sans doute vont vous parler. Mobivia, c'est un écosystème d'entreprises dédié à la mobilité d'aujourd'hui et aussi de demain. C'est 9 marques dans 18 pays en Europe, en Afrique et un petit peu en Amérique du Sud. Nous sommes organisés en 3 grands pôles d'activité. Un pôle qui s'appelle Driver Service, où on va trouver des enseignes comme Noroto, comme Midas, que vous connaissez peut-être, mais aussi en Allemagne des grands réseaux qui s'appellent ATU ou encore Auto5 en Belgique. Et donc on trouve là en fait l'activité dite de centre auto, telle que peut-être vous la consommez. On a un deuxième pôle d'activité qui s'appelle distribution, où là on va retrouver des enseignes qui vont plutôt travailler en B2B ou faire de la distribution de pièces détachées à travers de réseaux retail comme Carter Cash ou de la vente en ligne en Scandinavie sur des sites de e-commerce, ou encore des sociétés qui s'occupent de collecte et de recyclage et de réutilisation de produits usagés, notamment sur une usine que l'on a à Béthune, qui a été rachetée à Bridgestone et qui fabrique les pneus de marque Léonard par l'entreprise Blackstar, et qui reportage à la télé récemment. Et enfin, une troisième activité qui est dédiée à tout ce qui est nouvelle mobilité douce. On va trouver des plateforme de location de vélos. D'ailleurs, à Paris, il y en a une qui s'appelle Vélib, je crois. Et donc, derrière, c'est Mobivia qui travaille en partie au sein d'un consortium là-dessus. Pour effectuer tout le business, notamment celui du centre auto, d'activités dites de support. Donc on a des BU spécialisés sur le support et notamment la supply chain, puisqu'on a créé une boîte qui s'appelle Mobivia Supply Solutions, qui est née en 2019 sur, on va dire, les fondations d'une logistique qui existait déjà sur le pneumatique, qui était uniquement dédiée au pneumatique et qui distribuait ça sur l'ensemble des enseignes en Europe, hein, mais qui finalement trouvait une limite sur le produit. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que finalement, ces logistiques étaient relativement cloisonnées par enseigne, et donc le stock commençait à devenir un sujet, d'autant qu'en 2017, on a racheté l'enseigne ATU en Allemagne, donc c'est 500 et quelques magasins. Donc le barycentre logistique de Mobivia a sérieusement bougé, le stock donc qui commençait à devenir un sujet. Donc on a repensé un petit peu tout ça, on a lancé une étude qui a conclu repensons notre modèle global, faisons une supply transverse au niveau du groupe pour l'ensemble des enseignes, l'ensemble des produits, relocalisons nos entrepôts chaque fois que c'est utile et possible, peut-être les recentraliser aussi par endroit, et puis cette étude nous a dit, repensons le modèle de consolidation des stocks, réduisons nos OPEX, redynamisons nos services, redynamisons le chiffre d'affaires. C'était un petit peu l'ambition de M2S que j'ai essayé de vous drafter ici. L'étude nous a donné un plan, une roadmap, dont vous voyez une partie ici, on a défini donc un certain nombre de moyens, de ressources, de tactiques et un plan de transformation où en fait la tactique était de dire on va commencer par un pays pilote.
on avait décidé finalement de déployer notre nouvelle logistique par plaque géographique. Ça aurait pu être différent, ça aurait pu être par produit, ça aurait pu être par entrepôt, par réseau, par tout ce qu'on veut. Mais là, on avait décidé, pour des raisons tout à fait pratiques, de redéployer notre logistique par plaque géographique. Donc, on a commencé par l'Ibérique. Et avant d'attaquer, on va dire le premier gros morceau qui était la France et qui nous a pris un certain temps. En France, on avait 5 entrepôts que l'on a reconsolidés sur une seule plateforme de 100 000 m² qui se trouve à Orléans. Et puis, on s'est retrouvé finalement maintenant avec un système SAP qui porte l'ensemble de cette supply, avec en perspective le déploiement vers de nouveaux pays comme l'Italie et l'Allemagne. Mais là, on se retrouve avec un problème au niveau de notre corps modèle. On ne peut pas déployer notre corps modèle tel qu'il est aujourd'hui en Italie et en Allemagne pour des raisons fiscales et légales. Donc nous avions l'opportunité à ce moment-là, soit de poursuivre en faisant du spécifique dans notre SAP, soit de poser le crayon, de dire on fait une migration S4, on se redonne les moyens de repenser notre corps modèle, et en s'appuyant donc sur une nouvelle techno S4 plutôt que de le déployer sur le CC. Donc ça, c'était finalement le déclencheur qui a fait qu'on a commencé à réfléchir, à dire changeons, faisons une pause dans la transfo supply, faisons un peu de changement technologique, et on a négocié avec le métier une fenêtre de 9 mois dont va vous parler Bertrand maintenant, pour passer de notre ECC à notre S4HANA, donc que nous avons terminé il y a quelques semaines. Donc bonjour à tous, Bertrand Monédière, Suppléo Conseil. Donc nous, une entreprise de conseil en supply chain présente sur le nord et l'ouest de la France. Et donc ça fait 3 ans qu'on accompagne Mobivia sur sa transformation. Et donc j'ai eu la chance de m'occuper de la direction de projet sur S4, de passer un week-end avec Fred. Donc je vais vous parler un petit peu plus de la partie opérationnelle, projet et direction de projet. Et donc ce que je voulais moi avant tout dire, c'est qu'on parle souvent de S4 comme un projet IT. C'est un projet IT et métier. Et donc le et métier, il est vraiment important parce que vous allez impliquer tout le monde, le métier va tester, l'IT, ils seront en opérationnel pour que ça se passe bien aussi, mais voilà, c'est vraiment ce lien qui, à mes yeux, en tout cas, est très important. Donc pour moi, la première brique du projet, c'est au niveau du cadrage. Donc on a fait tout le travail avec Delaware pour cadrer un petit peu quelle est la meilleure méthode de bascule, et ce qu'on a vu avant sur le brownfield, etc. Après, la deuxième brique, c'est vraiment d'être en maîtrise de son système actuel. Souvent, quand on démarre, et moi j'ai vu le cas chez d'autres clients, on n'est pas complètement finalement en maîtrise du système. Certains spécifiques qui ont été construits ne servent plus, certains flux qui ont été posés sont encore utilisés mais ne servent plus à rien parce que le fichier part, mais il est plus utilisé par quelqu'un. Et puis des fois, il y a une non-maîtrise finalement de tout ça. Donc la première brique qu'on a fait, c'est de retravailler finalement avec le métier et l'IT pour reposer une carto technico-fonctionnelle qui soit correcte. Ça permet derrière de déclencher toute la partie plan de test, la vigilance sur les flux critiques, tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ça. Donc nous, on a pu découper ça autour de plusieurs grosses patates. Donc on avait le référencement, la partie client, la partie offre étendue, puisqu'il y a beaucoup de flux directs dans l'automobile entre les fournisseurs et les clients, donc directement livrés en garage. La partie finance avec le système autour des notes de frais, voilà, scan facture. La partie BI avec clic prévision qui est faite sur AWS. La partie WMS, la partie transport management et la partie, on va dire, Réapro. Donc on avait vraiment ces 8 grosses briques qui étaient hyper importantes, avec évidemment un fort enjeu sur la partie continuité du service client et aussi évidemment le lien avec l'entrepôt. Parce qu'on est vraiment tourné sur ces flux-là, et donc tous ces flux qu'on voit ici étaient critiques. Donc on a reposé tout ça avec le métier et l'IT, on s'est mis des petites couleurs pour se dire qu'est-ce qu'il y a de l'API, qu'est-ce qu'il y a de l'EDI, qu'est-ce qu'il y a du transfert de fichiers. Donc hyper important, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même 25 applications connectées, donc c'était pas rien. Il y avait un impact global et donc des tests end-to-end à mettre là-dedans, et surtout on portait 140 flux. Donc je parle que de la partie d'ailleurs fichier, serveur de fichiers, pas la partie EDI web service. Donc c'était assez conséquent, il fallait qu'on s'assure que tout ça soit bien fonctionnel. Donc projet IT et métier,
Et puis finalement, quand on commence à aussi se diriger vers une nouvelle infogérance, il y a un changement d'OS parce qu'on est passé du Windows à Linux. Donc ça a eu un impact non négligeable sur nos flux parce qu'on avait des flux qui étaient monitorés par du Windows. On a dû les abandonner, passer sur un ETL, reprendre tous les flux. Bon, et donc on a eu quand même une charge assez importante là-dessus. On en a profité aussi pour améliorer la partie sécurité. On parle souvent des attaques, et donc voilà, on a voulu aussi mettre les briques qui nous permettent de sécuriser ce point-là. Et donc bon voilà, donc on avait vraiment un projet qui était autour d'un triptyque, autour de l'infogérance, la conversion, et puis les équipes, on va dire, internes, pour coordonner un petit peu tout ça. Quand Frédéric parlait tout à l'heure d'opportunités, typiquement ça, ce sont les nôtres. Non. Enfin, ce sont quelques-unes. Typiquement, les flux, ça en fait partie, puisque on était sur des flux Windows qui n'étaient pas monitorés. Le fait de passer sur un ETL qui est Stambia, on a pu vraiment monitorer de manière beaucoup plus précise ces flux et de voir ce qui plante, les logs d'erreurs, etc. Donc c'est beaucoup plus professionnel en tout cas qu'auparavant. Donc voilà un petit peu pour base de départ, c'est vraiment ça. En tout cas pour nous, c'était de refaire cette montée en connaissance sur le système qu'on avait déjà en place. Et de bien faire du lien avec le métier sur le projet pour ensuite lancer le reste. Sur la partie contraintes, on en avait quelques-unes. La plus importante, parce que souvent c'est des projets qui sont emmenés par la DSI, c'est d'aller convaincre le métier. Donc tout le travail, c'est d'aller convaincre le directeur supply pour dire, entre guillemets, on va avoir 9 mois dans le planning qui vont être bloqués pour un projet SI. Donc c'est de lui expliquer, non, c'est pas que ça. Derrière, on va sécuriser tout le système, on va en profiter pour faire des choses beaucoup plus solides. Et donc c'est de mettre les arguments pour lancer le projet et donner envie au métier. Mais je pense que c'est quand même un point important, c'est de dire au métier, soit on est vraiment en queue de maintenance avec ECC, puis du coup, il n'y a plus le choix, il faut y aller, mais bon, ça c'est une contrainte, soit de donner envie sur d'autres sujets, en particulier, comme le disait Jérôme, la filialisation, le fait d'éviter du rebuild, et de se dire, on investit du temps là pour ne pas le perdre plus tard. Mais point très important pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans le cadre d'une transformation qui est hyper rythmée. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je l'ai pas dit là, mais normalement, on était sur le rythme de transformer un pays par an. Ce qu'on n'a pas tenu finalement, mais c'était ça l'idée. Donc le patron de la logistique nous disait, mais non, moi je veux pas freiner. Donc il a fallu lui dire, mais si tu freines pas maintenant, en réalité c'est pas vraiment freiner, mais si on le fait pas maintenant, on le fera 2 fois plus tard. Donc c'était un petit peu comme ça qu'on a vendu la chose. Un planning, transformation rythmée, donc un planning de 9 mois qui était posé. Donc on n'avait pas le droit de dépasser, donc on avait vraiment un gros enjeu là-dessus. Et puis vraiment un haut niveau de qualité attendu, parce que quelque part, c'est ce que Jérôme a montré, beaucoup de clients connectés derrière. Donc on savait qu'on avait une fenêtre de bascule sur du samedi midi jusqu'au dimanche soir, parce que le samedi matin, il y a quand même beaucoup de business qui se passe au niveau des garages. Et donc voilà, il fallait que ça redémarre nickel, parce que ce qu'il faut savoir sur l'automobile, on est sur des délais relativement courts de livraison. Donc il fallait vraiment qu'on ait quelque chose qui tienne la route le lundi. Donc les clés de la réussite, on en a parlé, mais c'est la cible claire, partagée, un consensus IT métier sur le projet, c'est de se dire on est tous alignés pour faire ça sur ce planning-là. On parlera après du freeze, mais avec un freeze qui avait été défini à l'avance, de dire pendant 3 mois, on est d'accord qu'on fera rien d'autre que le projet. Mais voilà, cette base de départ, elle est hyper importante. Et moi je sais que dans mes présentations par la suite en copil, je reviens systématiquement là-dessus sur un cadre de cadrage qui est dire souvenez-vous, on avait dit ça, alors c'est peut-être la redite, peut-être un peu relou on va dire pour les gens du copil, mais ça permettait de toujours se réaligner sur quelque chose qui était la base de départ. Et la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Exactement, on est d'accord. La priorisation des équipes sur le projet, ça c'était un point capital parce que c'est des projets où finalement il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des mecs de la sécu, des mecs du réseau, c'est le flux, donc 60 personnes en tout qui sont intervenues sur le projet d'un point de vue technique et métier. Donc voilà, faut que les équipes, comme c'est un projet qui est long et qu'on n'a pas le droit de perdre du temps, soient prêtes entre guillemets à lâcher ce qu'elles étaient en train de faire pour passer sur le projet. Parce que on pose un planning global au départ, c'est 9 mois. Par contre les tests standalone ils commencent à telle date, ça peut se recaler légèrement, les end-to-end pareil. Donc voilà, faut que les gens soient prêts à quitter ce qu'ils font pour arriver sur le projet. Donc la priorisation, on avait vraiment beaucoup de points de priorisation IT métier
pour voilà, globalement se mettre d'accord sur ce qu'on enquillait ou pas, sur ce qui passait avant le freeze, qu'est-ce qu'on passait pas. On était assez strict là-dessus. Maîtrise, j'en ai parlé avant, du système et son nettoyage, donc de lister tous les SP qui n'avaient pas lieu d'être reconduits pour les béner, entre guillemets, et pas les reprendre, parce que si on reconvertit tous les programmes, ça prend encore plus de temps alors que finalement ils ne servent plus. Un gros point sur la partie RH, donc c'est avoir des compétences, des rôles clés sur le projet. L'équipe cœur dédiée au départ, elle est super importante, elle a été stable tout au long du projet. C'est-à-dire qu'on a démarré à 5-6, dont Fred. Il y avait des personnes aussi internes à M2S. Et donc cette équipe, en tout cas cœur, qui était au départ, 6 personnes, elle n'a pas bougé du début à la fin. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros critère de sa marche, parce qu'on capitalise. Et donc au final, quand on arrive lors du Go Live, voilà, on peut vraiment s'appuyer sur des relais forts, et ça c'est vraiment aidant. Et ça, côté direction de projet, ça enlève une charge aussi. Faut pas se leurrer. Voilà. Cutover et dry run. Cutover, on avait un document de cutover qui était hyper précis, timé, à l'heure près. Et donc ça, c'est un point hyper important de passer beaucoup de temps sur le cutover, sur le relire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Quand on a relu 5 fois, c'était un peu lourd à la fin, mais c'est un critère de réussite. Le dry run, on en a fait un et ça a permis vraiment de lever les derniers points et d'aller en go live serein. Donc le dry run, pour moi, c'est quand même quelque chose... Le dry run qui doit s'exécuter dans les vraies conditions de la prod. Ouais. Si vous oubliez une ou deux options, vous pouvez quand même découvrir des petites... Dans tous les cas, on a eu des surprises. On a eu des petites surprises le jour de la bascule, puisqu'on a dû rappeler Fred un petit moment, voilà, pour un petit souci de... Mais tu dormais, je crois, mais voilà. Et bon, voilà, en tout cas, c'est... Le dry run, ça nous rend serein, et puis surtout... c'est de ne plus avoir que les petits points à traiter le jour du Go Live, quoi. Mais en tout cas, le dry run, il est capital. Le change, même si on est en brownfield, c'est pas qu'une transfo ici. Quand on parle des BP, du material ledger, de la gestion des RFA, qui n'est pas la même, il y a du change. Il faut quand même bien embarquer le métier dans des formations avant le Go Live, c'est mieux parce que lors du Go Live, c'est un petit peu tard. Pas trop en avance parce que globalement, les gens après les oublient parce qu'ils sont sur leur run. Et voilà, c'est pas. Mais voilà, les 2-3 semaines précédant le Go Live, les formations, elles sont importantes pour bien réinsister sur les points qui changent. Donc le plan de test, ça c'est un point super important. On a un bon outil chez Mobivia, je sais pas si j'ai le droit de le citer, mais je sais pas. Donc voilà, mais en tout cas. Vous pourrez nous demander après. On pourrait demander après, voilà, mais globalement. C'est un outil qui permet de créer un nom de test, d'avoir tous les steps qui sont en dessous, de passer le relais entre les gens par mail. Donc c'est un peu du push pour dire d'avancer. Et donc c'est vrai que ça permet de lier les defects de toute façon en ligne, etc. Mais donc l'outil de test, il est quand même très important et ça permet de bien piloter quand même le projet au global. Et d'orchestrer, de voir où on en est. On en a 80%, l'objectif était à 90%, on est en retard. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper le retard ? Et donc voilà. Donc ça c'est vraiment les clés de la réussite. Après il y en a plein d'autres, on pourra en échanger après à la pause, mais c'est pour nous en tout cas les principales. J'aurais pu rajouter aussi l'espace dédié pour le projet. C'est un point important d'avoir quelque part un port d'attache. Voilà, tout le monde se retrouve, où l'échange il est possible. Ça a permis aussi de bien avancer, surtout pendant les tests. C'était un projet français ou c'était international ? C'était un projet français qui impliquait des key users, on va dire, en Espagne principalement, et en Italie. Voilà. Mais là, pour le coup, c'était pas une grosse difficulté pour nous. Non, c'était pas la difficulté majeure. Je comprends le sens de votre question, Ouais. mais c'est pas un vrai sujet pour nous. Le vrai sujet, c'était, on en parlera je pense après, mais c'était de vraiment trouver la dispo chez les key users, de les booker pour le projet, d'où l'aspect priorisation, donc qui était important. Parce que les gens sont sur le run, et bon, il faut les sortir de ça, quoi. Sur les points de vigilance. Alors, quand on pense S4, on pense souvent meilleure performance. Il peut y avoir des surprises. Donc voilà, quand il y a du spécifique qui est reporté et que qu'il y a de la volumétrie sur le spécifique, ça vaut vraiment le coup de refaire des stress tests.
Même sur des choses voilà, qui sont comme des IDOC orders pour créer des commandes, nous on avait un petit user exit qui était dessus, bah, ça générait quand même des grosses problématiques de perf. Et en tout cas, en l'état, si on n'avait pas fait ces stress tests, on les a fait un peu tard d'ailleurs, d'où un point de vigilance, si on l'avait pas vu, on ne pouvait pas aller en go live. Donc en tout cas, on aurait eu des problèmes, on aurait dû réagir très vite. Donc il faut vraiment, dès qu'il y a du spécifique et du gros volume, quand même repasser sur les programmes standards et spécifiques de SAP. Ça vaut vraiment le coup. 2 points qui sont liés, hein, c'est la double maintenance et le freeze tardif. Donc nous, on avait pris le parti de ne pas freiner la transfo du métier. Donc sur les 9 mois du projet, on avait quand même 6 mois où les évolutions étaient encore autorisées. Donc les grosses évolutions étaient passées, comme évoquait Jérôme, hein, sur la transfo entrepôt, on avait déjà fait les évolutions. Bon, par contre, on avait quand même tout le lean qui était adressé par rapport à ça et à la suite du projet. Et donc cette double maintenance, c'est quand même un point de vigilance parce que quand on commence à reporter, il y a tout un process à penser, à retester. Et du coup, on fait des évolutions. Est-ce que cette évolution a bien été mise dans le plan de test? Ah ben non, ben rajoute-le. C'est des choses comme ça où il faut être très vigilant. Et on a eu quelques petits soucis post-go live, mais pas des gros trucs qui nous ont mis dans l'embarras, on va dire. Et le freeze tardif, donc c'est une décision qu'on a prise, donc on l'a assumé, mais ça a quand même été une difficulté. Donc il faut trouver l'équilibre dans le projet entre... Je dirais que c'était voilà. le donnant-donnant. C'est ça. On fait ce projet, mais on vous gèle pas complètement. Quoi, hein. Bon, fallait bien qu'on lâche la bride un petit peu. Cartographie. Le vrai freeze a duré 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois, ouais, c'est 3 mois, ouais. Cartographie, bon, moi ça on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un point de vigilance parce que au départ, moi c'était mon premier leitmotiv, hein, c'est de dire aux équipes, on remet une carto. Et c'est vrai que si on l'avait pas fait, je pense qu'on n'en serait pas là avec cette réussite là. Mais c'était bien un point de vigilance en tout cas chez nous au départ. Je sais que bon, pour connaître d'autres clients, voilà, c'est souvent le point à travailler. Alors, la doc, c'était pas notre point fort, Ouais, voilà. mais bon, je sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais moi souvent, mais après voilà, c'est le change. Donc, on a fait des formations avec le métier, voilà. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin et donc de pas hésiter à faire monter le métier sur les 4 tests et à vraiment à les mettre dans l'outil. On l'a fait, pas assez, voilà. Mais donc on a eu quelques tickets qui ont monté post-bascule sur des problèmes de change, pas des gros trucs encore une fois, mais voilà, ça vaut vraiment le coup d'impliquer le métier. Alors après, ça dépend de l'organisation, hein, s'il y a des gens dédiés sur les évolutions ou si c'est directement les end-users qui font les tests. En tout cas, faut les mouiller un petit peu, c'est important. Et la disponibilité du métier, bah voilà, c'est toute une difficulté quand on est en direction de projet, de valider un petit peu la fiche de cadrage du projet, valider les ressources, s'assurer que les ressources seront bien dispo, qu'il n'y a pas un autre projet qui va venir les prendre en cours de projet. Donc toute une partie politique avec Jérôme qu'on a dû mener, et côté IT, et côté métier, pour voilà, s'assurer que les gens étaient focus sur le projet. je dirais que ça, c'est quelque chose de générique au projet. C'est pas spécifique à S4, mais on l'a vécu quand même un petit peu. Mais c'était encore plus vrai du fait du timing qu'on avait, qui était court. Donc voilà, fallait pas se louper là-dessus.